Erev Tov, Shalom Aleichem. On va commencer le cours comme prévu à 20h30. Et le cours qu'on va faire, Be'ezrat Hashem, ensemble, on va développer la soirée de Pessah, le Seder. Et on va essayer un peu de toucher la halachot qui nous concerne pour cette année, pour la situation qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de halachot qu'on doit savoir comment se comporter par rapport à la situation, mais il faut savoir qu'on est tous confinés à la maison, et en hébreu, on dit confiné, on dit bidoud. Tu as allumé la caméra? On dit bidoud. Et bidoud, comment ça s'écrit en hébreu? Bet, yud, dalet, vav, dalet. Si tu fais la valeur numérique de bidoud, ça fait 26. Le nom de Hachem. C'est-à-dire qu'on est confiné à la maison avec Hachem, on n'est pas confiné seul. Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il est confiné avec nous. Comme ça, c'est marqué dans les Navi, qui met Tzetra me'eretz Mitzrayim ar'echa niflaot. Comme à la sortie d'Égypte, je vous avais fait montrer des miracles, comme ça, la dernière libération à Géoula Achrona, Akadosh Baruch Hu, il va nous montrer des miracles. Et c'est exactement ce qu'Hachem il est en train de nous montrer aujourd'hui, des miracles, qu'on est zéro. On n'est rien du tout, et on est moins que zéro. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a touché, il a touché le monde entier, avec quelque chose qu'à l'œil nu, on ne peut pas le voir, il n'est pas visible. On est obligé de les faire rentrer dans un laboratoire, les mettre sous une machine, pour voir exactement c'est quoi ce microbe-là. C'est-à-dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait nous montrer que c'est lui qui est le puissant du monde. C'est lui qui contrôle le monde et c'est lui qui gère le monde. Nous, on s'est pris pour les personnes qu'on gère, qu'on commande et qu'on fait. Akadosh Baruch Hu, il nous a prouvé à travers ce qui se passe que nous, on n'est rien du tout. Avec tous les avions qu'on a pu fabriquer, avec toutes les voitures, avec tous les appareils, avec tous les satellites, on est monté, on est descendu sur la Lune avec tout ce qu'on a fait. Akadosh Baruch Hu nous a montré avec ce qui se passe aujourd'hui qu'on n'est rien du tout, on n'arrive pas à contrôler rien du tout. Quatrième puissance au monde, c'est la France. Quatrième ou cinquième puissance, c'est la France. Elle est incapable de gérer ce qui se passe. Elle est dépassée. Les États-Unis, exactement, première puissance au monde. Hier, j'ai vu dans les journaux que les médecins ils sont en train de s'habiller avec des sacs de poubelles parce qu'ils n'ont pas les choses qu'il faut, il n'y a pas assez. C'est-à-dire, première puissance au monde, Akadosh Baruch Hu, il les a mis dans des sacs de poubelles. Quatrième puissance au monde, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous montrer qu'on n'est rien du tout, que c'est lui qui est le tout-puissant et c'est lui qui gère tout. Et c'est lui qui contrôle tout. Et c'est pour ça que ça s'appelle bidoud, parce que j'ai dit bidoud, c'est quoi bidoud? Bidoud, c'est la valeur numérique 26, c'est-à-dire qu'on est avec Hachem. On est avec Akadosh Baruch Hu, on n'est pas seul. Alors, puisque maintenant on se trouve cette année dans cette situation, alors il faut savoir que les halachot, ils changent un peu. Alors on va essayer de développer cette année comment ça se passe. Alors on va commencer d'abord par Tvilat Kelim. Comment on peut tromper les ustensiles au mikvé? Parce qu'il faut savoir qu'un ustensile, tant qu'on ne l'a pas trompé au mikvé, on ne peut pas l'utiliser, c'est interdit. Est-ce que c'est midé Rabbanan? Est-ce que c'est midé Oraïta? Il y a une machloket. La plus grande partie des rabbanim, que ce soit Rashi, Rabbeinu Tam, Rashba, tous les rabbanim, ils disent que c'est midé Oraïta. Et où on voit Tvilat Kelim midé Oraïta? On voit dans Sefer Bamidbar, chapitre 31, pasuk 22. Akadosh, Moshe Rabbeinu, il ordonne aux Béné Israël, quand ils ont rentré, ils ont retourné de la guerre, et ils ont ramené avec eux des ustensiles. Dans la Torah, c'est marqué comme ça, que l'Azar Cohen, il a dit à tous les soldats qu'ils ont ramené avec eux des ustensiles, Ach et azav et akesef, tous les ustensiles en or et en argent, et ta nechosh et en cuivre, et ta barzel, le métal et ta bdil, et ta offeret, le plomb, kol davar asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh. Chaque chose qu'on l'a utilisé avec le feu, on doit le cachériser avec le feu. Et les choses qu'on doit les faire passer au mikvé, ach bimeni da'it chata. On doit le faire passer au mikvé kasher, arba'im se'a,
ou une femme elle se trompe au mikvé, vechol asher lo yavo ba'esh ta'aviru b'mayim. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que la Torah, elle nous oblige à faire tremper la vaisselle au mikvé. Mais seulement si vous remarquez, toutes les matières qu'il y a ici, on ne parle pas de bois, on ne parle pas de plastique, on ne parle pas d'aluminium. Il y a beaucoup de matières que la Torah, elle ne parle pas. La Torah, elle parle de 4 matières. Elle parle de l'or, elle parle du cuivre et elle parle du fer. Alors, quand on ramène les ustensiles aujourd'hui au mikvé, tous les 4 qu'on a cités, c'est midéoraïta. Tous les autres ustensiles qu'on les ramène au mikvé, c'est midérabanan. C'est d'après Chachamim. Alors, on a l'obligation de ramener les ustensiles au mikvé. Et si on ne les ramène pas au mikvé, on les utilise, on transgresse un commandement de la Torah. Alors, maintenant, les ustensiles qu'on les ramène d'après la Torah, on fait la bracha quand on les trempe au mikvé. Alt vilat keli, si c'est un seul. Si c'est plusieurs, alt vilat kelim. Et on fait la bracha uniquement sur les ustensiles qui sont mis de oraïta. Les ustensiles qui sont mis de rabanan, quand on les trempe au mikvé, on n'est pas obligé de les ramener au mikvé. Maintenant, qu'est-ce qui fait le mikvé? Les gens y croient que le mikvé cachérise la vaisselle. Le mikvé ne cachérise pas la vaisselle. Le mikvé ne cachérise pas la vaisselle. On va appeler ça plutôt purifier ou changer de propriété. Pourquoi? Parce qu'un goy qui a fabriqué un ustensile, alors l'ustensile il lui appartient. L'ustensile il est à lui. Pour que l'ustensile il devienne à toi, c'est pas seulement en l'achetant ça devient à toi. L'ustensile pour qu'il devienne à toi, la Torah dit il faut qu'il passe dans l'eau. Il faut le tremper dans un mikvé arba'im se'a, une mikvé kasher pour les femmes. Alors quand on fait passer les ustensiles au mikvé, c'est pas pour cachériser. La preuve que les ustensiles qu'on les ramène au mikvé, ils sont kashers. Ils n'ont pas de problème de cacheroute. Parce qu'on vient de les acheter, on ne les a pas utilisés avec des choses qui ne sont pas kashers. Ils sont tout neufs. Et quand même tu dois les ramener au mikvé. C'est-à-dire quoi? Que le mikvé ne purifie pas, le mikvé ne cachérise pas, le mikvé c'est un signe de faire passer d'une propriété à l'autre propriété. Et c'est pour ça qu'on trempe les ustensiles. Alors quels ustensiles on trempe au mikvé? Tous les ustensiles qui rentrent en contact direct avec les aliments. Il y a des ustensiles qu'on utilise à la cuisine, mais qui ne rentrent pas directement avec les aliments. Alors on n'est pas obligé de les tremper au mikvé. Mais les ustensiles qui rentrent direct en contact avec les aliments, on a les obligations de les tremper au mikvé. Je donnerai 2 exemples des ustensiles qu'on les utilise dans la cuisine presque tous les jours, mais ils ne rentrent pas en contact au mikvé. Puisqu'ils ne rentrent pas en contact avec la nourriture, puisqu'ils ne rentrent pas en contact avec la nourriture, on ne les fait pas tremper au mikvé. Par exemple, les tire-bouchons. Les tire-bouchons pour ouvrir les bouteilles de vin. L'ustensile ne rentre pas en contact direct avec la nourriture. Alors tu n'es pas obligé de ramener le tire-bouchon au mikvé. Ou par exemple un ouvre-boîte. L'ouvre-boîte, il ne rentre pas en contact direct avec les aliments. Alors tu n'es pas obligé de ramener un ouvre-boîte au mikvé. Si tu veux le ramener, c'est bien, kol hakavod, bravo. Mais tu le trempes sans bracha, même s'il est avec des métals, comme la Torah dit qu'il faut tremper au mikvé. Alors j'ai fait un résumé. Tremper la vaisselle au mikvé, les 4 sortes de fer qu'on a cités, c'est midéoraïta. Tous les restes, c'est midérabanan. Deuxième chose qu'on a dit, qu'on n'a pas le droit d'utiliser de la vaisselle si on ne les a pas trempés au mikvé. C'est strictement interdit, on n'a pas le droit de les utiliser. Dernière chose, on a dit que tous les ustensiles qui rentrent en contact direct avec la nourriture, on est obligé de les tremper au mikvé. Les ustensiles qui ne rentrent pas directement à la nourriture, avec la nourriture, on n'est pas obligé de les tremper au mikvé. Maintenant, si tu as un ustensile que tu l'as utilisé pendant des années et tu ne t'es pas rendu compte que tu l'as pas trempé au mikvé, ou par exemple quelqu'un qui n'était pas religieux, et il ne trempait pas la vaisselle au mikvé, et maintenant il fait tchouva. Il est obligé de ramener la vaisselle au mikvé, mais d'abord il faut qu'il cachérise les ustensiles. Si par exemple, quelqu'un il mangeait de la viande et du lait, l'ustensile il devient taref, il ne devient pas cachère.
Maintenant, toi, tu veux le cachériser. Alors, la première chose que tu dois faire, tu dois le cachériser. On va expliquer tout à l'heure comment. Et seulement après que tu as cachérisé, seulement après, tu le ramènes au mikvé. Je parle les anciens ustensiles. Les nouveaux ustensiles que tu as achetés directement, tu les prends et tu les ramènes au mikvé. Il y a des ustensiles qu'on ne ramène pas du tout au mikvé, même si on veut jouer l'orthodoxe ou les ultra-orthodoxes, on ne les ramène pas au mikvé. Tous les fourchettes en plastique, tout ce qui est les assiettes en plastique, je parle les jetables, tout ce qui est jetable, tous les plaques aluminium qui sont jetables, on ne les ramène pas au mikvé. On continue Rabotai. Maintenant, concernant cette année, qu'on ne peut pas sortir pour ramener la vaisselle au mikvé. Et puisqu'on ne peut pas sortir ramener la vaisselle au mikvé, et on a dit jusqu'à maintenant qu'on n'a pas le droit d'utiliser la vaisselle sans le faire au mikvé, alors comment on fait? La halakha, elle dit toujours comme ça, c'est pas parce qu'on est confiné, dans tous les cas que tu peux pas ramener les ustensiles au mikvé. Pour X raisons. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu dois prendre l'ustensile, tu le donnes à un goy, mais il faut vraiment lui donner bematana gmura. Il ne faut pas dans ta tête ou par téléphone, ou tu l'appelles par le balcon, hé Jean-Pierre, je te donne les ustensiles cadeaux. Non, pas du tout, ça ne marche pas. Il faut, moi, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je n'ai pas fait encore, mais je le ferai, Be'ezrat Hashem, j'espère qu'on n'aura pas besoin. Je mettrai tous les ustensiles dans un carton. Et j'ai prévu avec un non-juif, un ami à moi, qui va venir, je lui donnerai le carton, tous les ustensiles, je lui dis, tiens, c'est matana gmura, c'est cadeau, c'est cadeau. À partir du moment qu'il a pris tous les ustensiles, maintenant ça lui appartient parce que je lui donnais cadeau, je lui demande de me prêter les ustensiles à longue durée. 1 an, 2 ans, 3 ans, donne-moi cadeau. Et pardon, prête-les-moi à longue durée. Il n'y a pas de date limite, tu me les prêtes. Jusqu'à qu'on pourra y aller au mikvé les tromper. Quand on pourra y aller au mikvé les tromper, on les trompe au mikvé. Alors je répète la halakha. Cette année qu'on ne peut pas y aller au mikvé, et on est à la maison, et on ne peut pas tromper la vaisselle, on ne peut pas les utiliser. La seule manière qu'on pourra utiliser la vaisselle cette année, c'est qu'on donne la vaisselle matana gmura. C'est quoi matana gmura? Qu'on fait l'acte avec le goy. C'est pas par téléphone, c'est pas par le balcon, tu l'appelles, tu le dis, Jean-Pierre, la vaisselle que j'ai ici, c'est à toi. Pas du tout, ça marche pas. Il faut matana gmura que tu lui donnes et que ça devient à lui. À partir du moment que ça devient à lui, tu lui dis, je te demande de me les prêter à longue durée, c'est-à-dire que ce n'est pas limité. Et là, tu peux les utiliser le temps qu'il faut. Et à la première occasion que tu peux les ramener au mikvé, tu dois les ramener au mikvé. J'ouvre une parenthèse. Dans chassidut.org, qui sont très sérieux, très sérieux, eux, ils sont très mahmirim. Eux, ils ont rajouté là-bas un contrat. Un contrat carrément, il faut faire un contrat avec les voisins. Nous, on n'a pas l'habitude avec le goy. Nous, on n'a pas l'habitude de faire le contrat. Nous, on fait cet acte-là sans le contrat. C'est lui qui veut utiliser le contrat que Chassidut Chabad, ils ont fait. Savoir la vabracha, c'est encore mieux de faire ça. Mais nous, on n'est pas obligé de faire cette chose-là. Alors, puisqu'on n'a pas aujourd'hui le mikvé, alors voilà comment on doit se comporter cette année. Moi, j'ai entendu des bruits qui courent, mais c'est faux et archi faux. Il y a quelqu'un, il a dit, je les abandonne. Puisque je les abandonne, ça ne m'appartient pas. Après, je les récupère. C'est faux, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas une autre porte de sortie. La seule porte de sortie cette année, c'est de donner cadeau à un goy et après tu récupères les ustensiles. Avant de continuer le cours, et on va rentrer au cœur de cours concernant le soir des Pessah. La semaine dernière, on a fait le cours comment on cachérise la cuisine. Pour ceux qui n'ont pas écouté la semaine dernière, ceux qui peuvent rattraper le cours, il est sur YouTube ou ils peuvent le retrouver sur Facebook. Mais vite fait, on va passer vite sur la cuisine, comment on cachérise les choses. Alors tout d'abord, il y a une règle pour cachériser quelque chose. Comment il faut faire la première chose? La première chose, il faut le nettoyer avec des produits forts. Quand je dis des produits forts, il y a un produit israélien qui s'appelle choumanite. Il faut mettre des gants parce qu'il est très fort, ça abîme la peau. Ou tu peux le laver avec de l'eau de javel. Pourquoi? Mishum noten tam libgam, parce que l'ustensile, il a absorbé le goût des aliments. Alors, puisqu'il a absorbé en lui le goût des aliments,
nous on va laver l'ustensile avec de l'eau de Javel pour détruire ce goût-là qu'il a. À partir du moment qu'on l'a lavé, qu'on l'a nettoyé, on le met de côté pendant 24 heures. Je parle de toutes les choses qu'on cachérise, que ce soit le micro-ondes, que ce soit le four, que ce soit les marmites, que ce soit les poêles. Chaque chose qu'on cachérise, on est obligé d'abord de le laver. Je ne parle pas de frigidaire. J'expliquerai pourquoi je ne parle pas de frigidaire tout à l'heure. D'abord, on doit les laver avec des produits forts. Et après qu'on l'a lavé avec des produits forts, comment il faut faire après qu'on a lavé des produits forts? On le dépose pendant 24 heures de côté. On le laisse pendant 24 heures de côté. Après 24 heures, on passe à la cachérisation. Alors, comment on cachérise? Ça dépend. Tous les ustensiles que j'ai utilisés avec des liquides, je les cachérise avec des liquides. Tous les ustensiles que j'ai utilisés à feu, direct avec le feu, alors je dois le cachériser avec le feu. Et ils ont deux noms, ces deux cachérisations. Il y a une cachérisation qui s'appelle Ag'ala. C'est quoi Ag'ala? Ag'ala, je prends une marmite, même qu'elle n'est pas cachère le Pessah. Je prends une marmite, je la fais bouillir, pas de l'eau chaude, même si elle arrive à 1000 degrés. C'est pas possible, c'est beaucoup 1000 degrés, mais je donne un exemple. Même si elle arrive à 1000 degrés, mais l'eau ne bout pas. Il faut qu'il y ait des bulles, ça ne marche pas. S'il arrive à 100 degrés et l'eau bout, c'est très bien. Le plus important pour nous, c'est l'eau qu'elle bout. À partir du moment que l'eau elle a bouilli, alors je prends les ustensiles et je les fais tremper à l'intérieur. Je les fais tremper à l'intérieur. Dès que je trempe l'ustensile à l'intérieur, après que je l'ai laissé reposer pendant 24 heures, j'ai expliqué, tu les fais tremper. Qu'est-ce qui se passe? Quand il rentre dans de l'eau bouillante, alors la matière de cet ustensile, elle se dilate. Puisqu'elle s'est dilatée, elle va rejeter qu'est-ce qu'elle a absorbé. Puisqu'elle va rejeter qu'est-ce qu'elle a absorbé, alors tu la retires tout de suite et tu la mets dans de l'eau froide pour fermer l'ustensile. Et là, l'ustensile, il devient cachère. Tu n'es pas obligé de laisser 2 minutes, 1 minute l'ustensile. Tu peux faire ça rapide. Ça suffit de le laisser là-bas 3 ou 4 secondes dans la marmite où il y a l'eau qui est le bout. Tu le fais tremper et l'ustensile, il est cachère. Je répète, par exemple, tu veux cachériser une petite marmite, tu prends une grosse marmite, tu la fais bouillir, bouillir, bouillir. Dès que l'eau, il y a des bulles, tu prends l'ustensile que tu as nettoyé préalablement 24 heures avant, avec de l'eau de Javel. 24 heures après qu'il s'est reposé, tu le fais tremper de l'eau, dans de l'eau bouillante, celle qu'elle bout, et après tu la fais passer dans de l'eau froide. Et l'ustensile, il est cachère le Pessah. Alors je répète, chaque chose qu'on l'a utilisée avec de l'eau, avec des liquides, par exemple une marmite, j'ai fait une soupe, ou j'ai fait bouillir dedans des pâtes avec de l'eau, ou j'ai fait tout ce avec, il y a des sauces à l'intérieur, des liquides, de l'huile, alors je cachérise comme ça. Chaque chose que j'ai utilisée avec le feu, direct avec le feu, alors il faut le cachériser avec les bounes. Je donne un exemple, qu'est-ce que j'ai utilisé avec le feu? Par exemple des brochettes. Quand je vais faire des grillades, alors je mets un morceau de viande, je mets des oignons, je mets un morceau de viande. Il y en a qui mettent un peu du pain aussi, je ne sais pas, chacun d'après ses habitudes, il dépose directement sur le feu. Alors ces brochettes-là, ils deviennent chametz. Et les cachériser, ce n'est pas avec agala, parce que ils ont touché direct le feu, alors tu dois les cachériser de la même manière qu'ils ont absorbé. Et la manière que les brochettes ils ont absorbé, c'est avec le feu, alors tu cachérises avec le feu. Par exemple, les grilles où on met la viande. Les grilles où on met la viande. Il y en a qui mettent dessus des pitotes. Quand ils font des grillades, ils mettent des pitotes. Alors pour cachériser ça, il faut faire l'iboun. Parce que tu as mis du pain, tu as mis des pitotes. Il faut faire l'iboun. Alors il faut savoir qu'il y a deux sortes de l'iboun. L'iboun, c'est chauffer à blanc. Alors il y a deux façons de l'iboun. Il y a chauffer à blanc à maximum, qu'il faut que je prenne un chalumeau professionnel et que je chauffe la grille ou je chauffe la brochette jusqu'à qu'il devienne rouge. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors il y a des choses que tu ne peux pas cachériser. Par exemple les brochettes, la grille, etc. Tu ne peux pas cachériser. L'iboun, chauffer à blanc à maximum, tu ne peux pas. Alors quand est-ce que tu peux utiliser l'iboun? J'explique, suivez-moi et on attaque Pessah Be'ezrat Hashem.
J'ai dit, si je veux cachériser une marmite que j'ai utilisée avec de l'eau, comment je la cachérise? Je la lave avec de l'eau de javel, j'attends 24 heures et je la trempe dans de l'eau bouillante. Dans le cas que je n'ai pas le temps d'attendre 24 heures, je n'ai pas le temps. 2 heures avant Pessah, ma femme, elle s'est rendue compte qu'il y a une marmite qu'elle a besoin urgent et on n'a pas pu la cachériser. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais l'iboun kal. Je chauffe à blanc, mais pas un maximum, comme on a dit tout à l'heure, que ça devient rouge. Dans le cas pour remplacer la gala, pour gagner ces 24 heures, qu'est-ce que je fais? Je prends un chalumeau de maison, pas professionnel, et je passe sur toutes les ustensiles. Il ne faut pas que l'ustensile devienne rouge, il va s'abîmer. De toutes les façons, le chalumeau que tu as à la maison, il n'est pas fait pour faire ça. Alors tu dois chauffer jusqu'à que tu prends un morceau de papier hygiénique ou un morceau de Kleenex et tu mets l'autre côté, et il commence à devenir marron, et là l'ustensile il est kasher. Alors à Botaï, j'ai expliqué le mikvé, j'ai expliqué comment on cachérise à l'eau chaude, et j'ai expliqué comment on cachérise avec l'iboun. Le liboun, superficiel on va appeler ça, il est fait pour gagner les 24 heures. Pour gagner les 24 heures. Maintenant il y a des ustensiles que nous on ne cachérise pas. Quand je parle de nous les Sfaradim. Les Sfaradim, nous on ne cachérise pas. On peut les utiliser toute l'année avec de l'eau, on peut les utiliser avec du chametz. Et avant que Pessah il arrive, on le lave bien avec de myrrhe et c'est kasher le Pessah. Tout ce qui est à base de verre, quand je parle de verre, c'est verre, la matière verre. Je ne parle pas de céramique, je ne parle pas de porcelaine, c'est des choses qui ne se cachérisent pas du tout. On ne peut pas les cachériser. Même avec de l'eau chaude, on ne peut pas les cachériser. Même avec agala, on ne peut pas. Alors je parle tout ce qui est verre, par exemple tous les verres qu'on a pour Shabbat, tous les verres qu'on boit le thé, tous les verres transparents, on n'est pas obligé de les cachériser, on les lave bien, nous les Sfaradim, et c'est bon. Le frigidaire, puisqu'il est à froid, alors comment on le cachérise? On vide tout ce qu'il y a à l'intérieur, les tiroirs, tout ce qu'il y a dedans, on vitre, les plaques, on vide tout, et on les lave dans la salle de bain, chacun où il a l'habitude. Nous on a l'habitude dans la salle de bain parce qu'il y a de l'espace, on les lave avec de javel. Après le frigidaire lui-même, je le lave avec de javel, je le nettoie avec de javel. Je prends une brosse à dents. Le joint qu'il y a autour du frigidaire, il est doublé ou des fois même triplé. Je le tire avec une brosse, je nettoie parce que toute l'année, il y a des miettes qui ont tombé dedans. Il y a des miettes qui ont tombé dedans, je nettoie à l'intérieur. Après, je prends des papiers alu, j'enveloppe les tiroirs et c'est kasher. On n'a pas besoin d'attendre ni 24 heures ni rien du tout. Pourquoi? Parce que le frigidaire, il est à froid. Alors on a parlé des frigidaires, on a parlé des ustensiles. Je parle vite fait des micro-ondes. Le micro-ondes, il y a une assiette. Cette assiette-là, il faut bien la laver. Et on n'est pas obligé de la tremper. Pourquoi? Parce que c'est du verre. Mais c'est lui qui veut la tremper, faire agala, t'avoir la bracha, mais c'est pas obligé. Le micro-ondes, comment je cachérise? 24 heures avant la cachérisation, je le lave, je le nettoie, comme j'ai expliqué, avec du javel, etc. Je le laisse reposer 24 heures. Après que j'ai fini de le reposer 24 heures, je prends un bol, je mets de l'eau dedans, je mets un peu de javel et je les laisse marcher le temps qu'il y a de la vapeur sur la paroi de micro-ondes. À partir du moment que je vois qu'il y a de la vapeur sur toute la paroi des micro-ondes, alors ça devient kasher. Ça devient kasher. C'est tout. Maintenant, le four. Le four, il y a des fours avec pyrolyse, il y a des fours sans pyrolyse. Alors, avant de commencer à parler des fours, il faut savoir que les plaques qu'il y a dans le four, ils ne sont pas cachérisables. Ils ne sont pas cachérisables. Ils sont faits en émail. On va les abîmer. Parce qu'on les utilise à sec. Quand on met le gris, on met dedans des fois des chalotes, du pain, c'est à sec. Des fois on met des poulets rôtis, c'est à sec. Alors on ne peut pas les cachériser. Alors il faut acheter des plaques nouvelles pour Pessah. Mais moi personnellement je cachérise, vous savez il y a les plaques que j'ai parlé, des fois il y a des grilles. Cette grille-là je la cachérise. Je la lave bien, je la laisse 24 heures et après je la fais à gala.
je la fais à Gala, cette grille-là. Maintenant, comment on cachérise le four? Le four, il faut le nettoyer tout entier. Dans le four, en face de toi, il y a un ventilateur. Avec une brosse à dents, nettoyer là-bas les trous, parce qu'il y a des chametz qui y rentrent. Après que je l'ai bien lavé avec des produits forts, je les laisse reposer 24 heures. Je parle de four qui n'a pas pyrolyse. Après que j'ai laissé reposer 24 heures, je le mets un maximum pendant 1 heure et quart. Je le laisse chauffer un maximum et il est cachère le Pessah. Si ton four il a les pyrolyses, alors tu nettoies comme on a dit, tu attends 24 heures et après 24 heures tu mets le système pyrolyse. Et pyrolyse, je conseille de le faire après minuit parce que ça consomme beaucoup d'électricité. Et après minuit, la consommation, le prix de la consommation, elle baisse. Et on les laisse parce que ça tourne des fois pendant 1 heure et quart. Et on ne peut pas ouvrir la porte parce que le système de pyrolyse, il bloque la porte pendant 3 heures presque. Et après, le four, il devient cachère. Alors, on a parlé des frigidaires, on a parlé des micro-ondes, on a parlé de four avec pyrolyse ou sans pyrolyse. Je répète, les plaques ne se cachérisent pas, ils sont faites en émail. À part les grilles qu'on met dans le four, on peut les cachériser avec agala. L'évier, je parle des éviers en inox. On doit bien les laver. Après qu'on a bien lavé avec des produits, on les sèche. Et je prends de kumkum, je prends de la bouilloire, j'attends que ça bouge, dès que ça bouge, je verse sur tout l'évier, sur le robinet, et il devient cachère. Et après, je m'éloigne un peu de l'évier. D'abord, je commence toujours à cachériser l'évier, et après, je m'éloigne de l'évier, et je vais plus loin sur mon plan de travail. Alors, s'il est en bois, s'il est en inox, s'il est en céramique, ça vous allez regarder sur le cours de la semaine dernière, on ne va pas rester sur chaque plan, parce que le cours, il n'est pas fait pour ça. Alors, on a expliqué à Botaï comment on cachérise, c'était le cours de la semaine dernière, et là, on va attaquer, Be'ezrat Hashem, le cours de cette semaine. Mardi, le 7 avril, Be'ezrat Hashem, au soir, on va faire Arvit, Be'ezrat Hashem, mardi soir, à peu près vers 20h, 20h10, on va faire Arvit. Quand on a fini de faire Arvit, on a la mitzvah de faire Bdikat Chametz. Bdikat Chametz, c'est quoi? Après qu'on a nettoyé la maison et qu'on a cachérisé la maison et que toute la maison elle est propre, les enfants, nous on a l'habitude que c'est les enfants, ma femme elle prépare 10 boules dans des papiers alu bien fermés de Chametz, que ce soit des morceaux de pâtes, que ce soit du pain sec, que ce soit des pitotes. Il est préférable de mettre du chametz qui ne s'effrite pas pour que ça ne se renverse pas encore à la maison et on a des problèmes. À partir du moment que tu as préparé ces 10 morceaux, moi je donne pour faire participer les enfants quand ils étaient petits, je leur donnais à dispatcher dans la maison. Et moi j'ai commencé à faire la bracha pour faire vérifier le chametz avec une bougie qui a une seule mèche. On n'a pas le droit de faire Bdikat Chametz avec une bougie qui a 2 mèches. Comme les bougies de la Havdalah, ils ont 2 ou 3 mèches. On n'a pas le droit parce que ça s'appelle avocat. Avocat en hébreu, ça veut dire une torche. Et on n'a pas le droit de faire Bdikat Chametz avec une torche parce qu'il y a plus de l'ombre que la lumière. Une bougie avec une seule mèche, on fait Bdikat Chametz dans toute la maison avec une assiette. Et avec une cuillère, je ramasse le chametz. Dans toute la maison, je vérifie. Il faut être très minutieux. Et si la maison elle est grande, alors tu nommes chaque enfant qu'il aille faire la bdika chez lui à la maison, et chez lui dans sa chambre. Comme ça, c'est plus rapide. Après, on se réunit tous dans le salon, et on finit la bdika avec bitul chametz, annuler le chametz. Quand on a fini, je prends tous les chametz que j'ai trouvés, je les mets dans un sac et je le pose devant la porte de la maison pour demain matin. Qu'est-ce qu'on va faire demain matin? On va expliquer, mais d'abord il ne faut pas oublier, Be'ezrat Hashem, quand on vérifie la maison, il faut vérifier les cartables des enfants. Il faut vérifier les poches des enfants, parce qu'on leur donne un goûter quand ils partent le matin ou quand ils rentrent l'après-midi, on leur donne des goûters. Et ils oublient des fois le goûter dans le cartable. Et on ne pense pas à vérifier le cartable parce que les enfants ils sont en vacances déjà une semaine avant. Et après Pessah, on va retrouver ces choses-là. Pessah, il a passé à la maison avec Chametz, c'est un problème. Alors il faut vérifier aussi, c'est lui qui a une voiture. Même si tu as une voiture de société, c'est une voiture que tu conduis avec elle tous les jours, alors elle t'appartient. Même si tu travailles à la RATP
et en Israël, c'est Eged, c'est une coopérative. Le bus, il t'appartient, tu es obligé de le faire vérifier. Tu travailles chez Air France et il y a un avion que tu fais la navette entre Paris et Nice. Un pilote, il m'a demandé, il m'a dit, c'est un avion, c'est que moi que je le pilote. Alors, il est obligé de faire Bdikat Hametz, ce pilote, là-bas dans sa maison. Ok. Alors ça, c'est mardi soir. Mercredi matin, il faut faire attention. Mercredi matin, on peut consommer le Hametz à peu près. Il ne faut pas m'attraper au mot. Chacun y vérifie dans la ville, dans le pays, parce que je vois qu'il y a des gens qui écoutent d'Israël, de France. Il y a de Martinique, je vois ici aussi. Alors chacun y regarde d'après son pays. Alors il faut savoir qu'ici en France, à Paris, c'est à peu près 11h05. Alors on a le droit de consommer le Hametz, ton petit déjeuner, jusqu'à 11h05. À partir de 11h05, on n'a plus le droit. Il faut brûler le Hametz que tu as vérifié la veille, et tout ce qui te reste, il faut le brûler avant midi 29 pour Paris. Aujourd'hui, qu'on ne peut pas sortir de la maison, on est confiné, on ne peut pas sortir de la maison, alors comment on brûle le Hametz? Alors il faut savoir que dans la halakha, ce n'est pas marqué brûler. Dans la halakha, c'est marqué éliminer. Nous, on a cette habitude de brûler. Mais en réalité, ce n'est pas brûler, c'est éliminer. Alors, puisqu'on doit éliminer, il y a plusieurs façons d'éliminer. Tu n'es pas obligé de sortir de la maison. Moi, ça m'est arrivé souvent que je ne pouvais pas brûler, je ne pouvais pas faire le feu où j'étais. Alors, tu prends le Hametz, tu le rends en miettes. Tout le Hametz, tu le rends en miettes. À partir du moment que tu l'as rendu en miettes, tu le jettes dans les toilettes et tu tires bien la chasse, qu'il ne reste rien du tout. Que tout parte de la maison. C'est tout. Ça s'appelle éliminer. Mais il faut bien les rendre en miettes, je précise. Il y a une deuxième façon qu'on peut faire. Si on a beaucoup de Hametz et on ne peut pas le faire passer aux toilettes, et on ne peut pas le rendre en miettes parce qu'il te reste des demi-baguettes, des 3/4 des baguettes, tu ne vas pas commencer à t'amuser. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'eau de Javel et je vide dessus. Alors ça s'appelle éliminer. Il est plus consommable. Personne ne peut le manger. Même un animal, il ne peut pas le manger. Et après, je le jette. Alors cette année, on a deux façons d'éliminer le Hametz. Comme on ne peut pas sortir pour brûler, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine. Si c'est peu de Hametz, je le rends en miettes et je le jette dans les toilettes. Si c'est beaucoup de Hametz, je prends de la Javel, je verse bien dessus pour que ça ne soit pas consommable. Et ils perdent le nom de nourriture, d'un aliment, c'est plus un aliment. Et tu as le droit de le jeter tel qu'il est, comme ça. Alors ça, on a parlé l'heure qu'il faut finir de manger le Hametz à Paris, 11h05. L'heure qu'on doit brûler le Hametz, c'est avant midi 29 à Paris. Maintenant, il faut savoir que mercredi, il y a le jeûne des premiers-nés. Pourquoi il y a ce jeûne-là? En remerciant à Kadosh Baruch Hu que nous, les premiers-nés, il nous a sauvés. Il a tué tous les premiers-nés égyptiens et pas nous. Alors chaque garçon qui est le premier-né du père, ou un garçon qui est le premier-né de la mère, il est obligé de jeûner. Vous comprenez quand je dis premier-né de père? C'est une famille recomposée. D'accord? Alors que la femme déjà, elle a eu des enfants, mais le mari, c'est la première fois qu'il se marie, c'est la première fois qu'il a un enfant, ça s'appelle le premier-né du père. Et il y a le premier-né de la mère. Ils sont obligés de jeûner. Alors il faut savoir qu'il y a quelques jours, les rabbinats en Israël, ils ont demandé que les juifs du monde entier jeûnent. Moi, j'ai fait sortir un courrier en disant que nous, les juifs de France, on ne jeûne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui m'ont dit que le corps, il doit être fort. On est obligé de faire attention à notre santé avec ce qui se passe à Paris, c'est très difficile. De jeûner et on va perdre l'immunité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas jeûner. Alors pour Ta'anit Bechorot, qu'est-ce qu'on fait? Il faut participer à une Seudat Mitzvah. C'est quoi Seudat Mitzvah? S'il y a une Bar Mitzvah, c'est le jour de Bar Mitzvah. S'il y a une Brit Mila, ou s'il y a une Siyum Masechet, quelqu'un il a fini la Gemara. Alors puisqu'aujourd'hui on ne peut pas sortir de chez nous, on ne peut pas. Parce qu'on est enfermé, on ne peut pas se réunir non plus. Alors si mercredi matin, tu as l'occasion de participer par vidéoconférence, Rav Eliashiv Zatzal il a autorisé, par vidéoconférence à un bar mitzvah, ou à une brit mila, ou à un siyum masechet,
tu peux te rendre quitte. Alors moi je préviens maintenant parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui les entendent. Je vais faire Siyum Masechet Beseata Dishmaya Gemara Ta'anit. Mercredi matin, ce sera direct sur Facebook, ce sera sur Zoom, sur YouTube, ça sera direct à 8h30. Alors il faut faire attention, il faut participer. Et ça ne dure pas longtemps, ça dure 10 minutes, un quart d'heure maximum. Alors, c'est lui qui a participé, c'est très très bien. Il peut manger sans problème. C'est lui qui n'a pas participé, il peut manger quand même. Mais c'est dommage, c'est dommage. Il faut mieux participer. Comme ça, tu as la conscience tranquille. Mais c'est lui qui n'a pas pu participer parce qu'il n'a pas pu se connecter sur Zoom ou je ne sais pas quoi. C'est pas grave, il ne faut pas qu'il panique. Nous, les Juifs de France, on se trouve dans une situation compliquée, qu'on est obligé de faire attention à notre santé. Alors cette année, on a le droit, en général, on n'a pas le droit de faire ça, je répète bien. On n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas se rendre quitte par vidéo dans les autres années. Alors cette année, c'est spécial. On va avancer. Mercredi, veille des fêtes, on n'a pas le droit de manger des matzahs, de la vraie matzah. Il y a des gens qui ont l'habitude de manger des galettes, je crois à l'orange ou à l'eau, je ne sais pas comment on appelle ça, chacun après ses coutumes. Nous, on a l'habitude de ne pas manger les galettes veille des Pessah. Pourquoi? Pour garder ce goût-là de la matzah. On va expliquer tout à l'heure qu'à Pessah, on a 68 mitzvot. À Gaon Mivilna, il a compté combien de mitzvot on fait le soir des Pessah. Le soir des Pessah, c'est mercredi soir, on va faire 68 mitzvot. Tous les 68 mitzvot, à part deux, ils sont mis des Rabbanan, d'après Chachamim. Il n'y a que 2 mitzvot qui sont mis de Oraïta. Et les 2 mitzvot, on les fait avec la bouche. C'est pour ça que ça s'appelle Pessah. P, la bouche, il y a une mitzvah qu'on fait avec la bouche, c'est manger la matzah. Et sach, en hébreu, sach, si tu ouvres le dictionnaire, c'est raconter. Alors, les 2 mitzvot qui sont mis de Oraïta, c'est manger la matzah, et la deuxième mitzvah, c'est sach. C'est quoi sach? Parler. Vihigadta le bincha bayom haou. Tu es obligé de t'asseoir et raconter à ta femme, raconter à tes enfants la Haggadah. C'est 2 mitzvot mis de Oraïta qu'on est obligé de faire. Alors, la table de Pessah, on doit la dresser avec les meilleurs ustensiles qu'on a. Chacun il doit se débrouiller comme il peut. Pour la simple raison que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de voyager Pessah. Et cette année, ils se sont fait piéger par Hachem. Et ils sont obligés de passer Pessah comme à l'époque. Comme à l'époque, ils sont obligés de passer Pessah. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps d'acheter de la vaisselle. Ils n'ont pas eu le temps de s'organiser. Alors chacun il se débrouille comme il peut, qui met une table avec la plus belle vaisselle qu'il a chez lui à la maison. Les nappes, la plus belle nappe, on n'est pas obligé de mettre une nappe neuve pour Pessah. Tu prends la nappe, tu la laves à la machine à laver, elle est cachère. Il n'y a aucun problème. On a expliqué la semaine dernière comment on cachérise le lave-vaisselle. Je ne veux pas couper au milieu, mais regardez le cours de la semaine dernière. Et on doit s'habiller avec les plus beaux habits qu'on a. Celui qui a des habits neufs, c'est bien qu'il les met, etc. Veille de la fête, la femme elle allume au minimum 2 bougies. Chacun d'après l'habitude qu'il a. Nous, on a l'habitude d'allumer au nombre des enfants qu'on a. Bléaïnara, chacun. Mais le minimum, c'est 2. Et la bracha qu'on fait mercredi soir, la dlikner shel Yom Tov. D'abord, on fait la bracha, et après, on passe à l'action. Il y a des gens, les Ashkenazim, ils font à l'envers. D'abord, ils allument, et après, ils font la bracha. Nous, on ne fait pas ça. Vers la asiyatan, d'abord, on fait la bracha, et après qu'on fait la bracha, on allume. Quelle bracha on fait? La dlikner shel Yom Tov. Et surtout, on ne fait pas shechianu. La femme, jamais elle fait shechianu quand elle allume les bougies de la fête. Toutes les fêtes de l'année. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas shechianu. Pourquoi? Parce que le mari va faire shechianu dans le kiddush. Et puisqu'il va faire shechianu dans le kiddush, c'est bon. Alors la femme, elle ne fait pas là-bas shechianu. Jusqu'ici, Rabotai, on a parlé veille de la fête. Maintenant, on va parler de la soirée elle-même. Avant de parler à la soirée même, on va parler comment on prépare le plateau.
Les hommes, écoutez bien, c'est à vous de préparer le plateau, c'est à nous de participer dans beaucoup de choses. Mais nous, on est responsables avec le plateau. Alors, comment on prépare le plateau? Moi, je conseille à chacun de dessiner un cercle et écrire les horaires comme une montre. Mettez dans votre tête l'image d'une montre. 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22, 23, 24. L'heure. Alors, où on place chaque chose? Il ne faut pas paniquer, on a 7 choses à placer. Alors, je commence. À 13h, le plateau il est en face de toi, en haut à droite. À 13h, tu mets l'os. On va expliquer quel os tu mets cette année, parce qu'on a du mal à trouver cette année qu'est-ce qu'il faut. Alors, tu mets l'os. Tout à l'heure, on va parler des choses qu'on va les remplacer. À 11h, en haut à gauche, tu mets l'œuf. Au centre de l'aiguille, tu mets la laitue. Tu mets la laitue là-bas. À 17h, en bas de 13h à 17h, tu places la charoset. Charoset, c'est la pâte. Je vais expliquer tout à l'heure comment on fabrique la pâte. C'est une mitzvah de la fabriquer à la maison. À 19h, à gauche, tu places le céleri. Et au centre, sur tout ça, tu prends les 3 matzot. Quelles matzot? Les rondes, faites main, pas faites main. On va expliquer tout à l'heure pour cette année. Cette année, on a du mal à trouver ou à sortir pour acheter. On a du mal, mais je vais expliquer. Mais les 3 matzot, que la première, on l'appelle Abraham, deuxième Yitzhak, troisième Yaakov, ou Cohen, Lévi, Israël, chacun d'après son habitude, on les met sur tout. Avec ça, on couvre le plateau. Et sur ça, on couvre, avec une couverture, on couvre tout ça. L'eau salée, on le met à l'extérieur. On ne le met pas à l'intérieur, il faut faire attention. On le met à l'extérieur. Et comment on fabrique l'eau salée? Tu prends de l'eau, ou tu mets du sel dedans, ou tu mets de vinaigre, ou tu mets du citron, comme tu veux. Mais il faut que ça soit ou salé, ou amer, ou aigre. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi ça doit être comme ça. Alors on a expliqué le plateau. C'est beau pour tout le monde le plateau. Alors vous imaginez une montre. Vous avez 13h, 17h, 19h, etc. Et le centre est à l'extérieur, l'eau salée. On continue. J'aimerais maintenant remplacer les choses cette année. Alors on a dit qu'on met le karpas. Le karpas, on a dit, c'est le céleri. Le céleri, on l'a placé à 19h. C'est quoi karpas? Qu'est-ce qui veut dire le mot karpas? Karpas, ça veut dire un habit. Un habit. Nous, on met des céleris. Parce qu'on a décidé de mettre des céleris. Où on a vu que c'est un habit? Dans Megillat Esther. Je crois, Perek Aleph, Pasuk Vav, je crois. C'est marqué là-bas. Chur karpas ou trelet achuz bechev lebutz ve'argaman. Il y a moi que Emma, on a lu la Megillah. Dans la Megillah, chapitre Aleph, Pasuk Vav, je crois, c'est marqué là-bas les habits qu'Achashverosh il s'est habillé. Et comment il s'appelait les habits? Chur, karpas, utrelet, achuz bechev lebutz, ve'argaman, etc. Alors karpas, c'est un habit. Karpas, c'est pas un aliment. Alors pourquoi nous on a transformé ça en céleri? C'est pas le moment d'expliquer. Mais en réalité, le karpas, tu peux le remplacer avec chaque chose que la bracha, c'est boré pri adama. Tu peux mettre une pomme de terre, c'est boré pri adama. Tu peux mettre une tomate, tu peux mettre un radis, tu peux mettre tout ce que tu veux qui est boré pri adama. Céleri, ça ne veut pas dire karpas, et karpas, ça ne veut pas dire céleri. Pourquoi on prend le céleri? Il y a une raison, mais je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, on est en retard. Après qu'on a pris le céleri, on va le tremper dans l'eau salée qu'on a expliqué. Mais avant de faire cette chose-là, on doit se laver les mains comme pour le pain. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il est préférable de ne pas parler. Il est préférable de ne pas parler. Pourquoi on se lave les mains avant? Parce qu'il y a une halakha toute l'année. Ça ne concerne pas Pessah. Il faut savoir que les 15 étapes de Pessah, il y a plus que la moitié qu'on ne les fait pas qu'à Pessah, on les fait toute l'année. Par exemple, Kadesh. C'est quoi Kadesh? Thierry. Thierry, parle, enlève ton micro. Kadesh, Kiddush.
Kiddush, on fait tous les vendredis. Urchat, c'est quoi Urchat? C'est Netilat Yadayim. Tous les jours, tu fais Netilat Yadayim quand tu manges. Karpas, c'est exceptionnel pour Pessah. Yachat, c'est tu coupes le pain. Chaque fois quand tu manges, tu coupes le pain. Motzi, toute l'année tu dis Motzi. C'est-à-dire 3/4, moins que 3/4 des choses qu'on fait à Pessah, on les fait toute l'année. Alors pourquoi on se lave les mains avant de tremper l'aliment? J'appelle pas ça le céleri, l'aliment dans l'eau, parce qu'il y a plusieurs boissons, plutôt liquides, qu'on n'a pas le droit de les toucher en mangeant. Yad, shachat, dam. Yad, c'est yud, yain, tout ce qui est avec du vin, tu n'as pas le droit de toucher comme ça avec le vin et le manger. Pourquoi? Parce que ça transmet la touma. Dalet, dvash. Shachat, shin, shemen, c'est l'huile, tu veux prendre des briques à l'œuf, ça coule de l'huile. Tu n'as pas le droit, il faut faire Netilat Yadayim toute l'année. À la synagogue, quand tu as Kiddush Tiri, quand on fait Kiddush le matin, il y a les olives avec le vinaigre et toutes les variantes. On n'a pas le droit de les prendre comme ça. Il faut faire d'abord Netilat Yadayim. C'est interdit de manger ça. Alors, Pessah, qu'est-ce qu'on fait? On trempe le karpas parce qu'on va toucher l'eau salée ou on va toucher le vinaigre. On a dit les boissons. Yad, yain, dvash, shemen, chalav, tal. Dam, dalet, c'est dam, le sang de poisson, on a le droit. Et même semaim, c'est les 7 boissons. Alors on a parlé des karpas, maintenant on va parler de l'œuf. Pourquoi on met l'œuf? On dit Zecher le korban chagiga, en souvenir d'un sacrifice qu'on l'appelait chagiga. Chaque fête, au Beth Amikdash, on ramenait un sacrifice qui s'appelait chagiga. Et ce sacrifice-là, on ne le faisait pas cuire, on ne le faisait pas griller, on le faisait bouillir. Alors tu peux prendre n'importe quoi bouilli, tu n'es pas obligé de prendre l'œuf, tu peux prendre n'importe quoi qui est bouilli. Mais pourquoi nous on prend l'œuf? Parce que l'œuf il symbolise le deuil. Quel rapport le deuil avec le soir de Pessah, le premier soir de Pessah? Il faut savoir, chaque année, le soir de Pessah, ça va tomber Tisha B'Av 5 mois après. 5 mois après c'est Tisha B'Av. Mis à part ça, dans la Haggadah on dit... dans le Tisha B'Av, là-bas, on dit, on rappelle là-bas Pessah dans Megillat Iyov qu'on lit. On rappelle Pessah. Pardon, Echa. On rappelle là-bas Pessah. Alors pourquoi on met l'œuf? Parce que l'œuf, elle symbolise le deuil. Et le soir de Pessah, ça va tomber Tisha B'Av dans quelques mois après. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. 5 mois après, c'est Tisha B'Av, c'est pour ça. Si tu veux remplacer l'œuf, tu peux le remplacer avec quelque chose qui est bouilli. Mais on a l'habitude de mettre l'œuf, et aujourd'hui c'est facile de trouver des œufs, etc. Il y a des gens qui ont l'habitude de manger l'œuf pendant le repas ou le lendemain. Chaque année après, c'est coutume. Nous, on a l'habitude que le premier-né de la maison, c'est lui qui mange l'œuf. On continue. Maror. Maror, c'est les herbes amères. Je ne parle pas de céleri. On a parlé de céleri, c'est fini, on peut le remplacer par une pomme de terre, on peut le remplacer. Le maror, c'est les herbes amères. Les herbes amères, tu peux le remplacer. Mis à part que toutes les autres années, moi en général, je les remplaçais quand je ne trouvais pas de la salade verte sans verre, des couches catifs. Alors je le remplaçais avec des endives. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir de laitue. Tu peux le remplacer avec des endives, que c'est facile, et ça se conserve longtemps. La laitue, elle ne se conserve pas longtemps. Tu peux déjà, dès demain, si tu sors faire quelques courses urgentes, tu prends quelques endives et tu les mets à la place de laitue. Charoset, c'est la pâte. Dans tous les magasins cachers, ils vendent les petits pots de pâte, la pâte qui est prête. Nous, on n'a pas l'habitude d'acheter parce que fait maison, c'est très facile et très très rapide. Tu prends le mixeur. Je n'ai pas parlé de cachériser le mixeur, pas cachériser le mixeur. On ne va pas rentrer maintenant dans ça. Tu prends le mixeur, tu mets à l'intérieur tout ce qui est marqué dans Shirachirim. Dans Shirachirim, qu'on dit vendredi soir, il y a beaucoup de fruits. Alors tu prends là-bas, il y a égoz, c'est le noix, tu mets des noix, la date, tu mets un peu de grenade, un peu du miel, un peu de pomme, et si tu veux rajouter dedans un peu de la cannelle et un peu de clou de girofle, si tu veux ces deux choses-là, tu mets un peu de citron et un verre de jus de raisin. Tu mixes et tu as la pâte, c'est tout.
Toi, tu es en train d'acheter un petit pot comme ça à 2 euros, que tu peux faire la pâte pour rien du tout chez toi à la maison, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus fraîche, et ça fait animer la maison, ça fait l'odorat de la fête. Aujourd'hui, malheureusement, on a perdu ces odorats de nos parents. On a perdu ces odorats chez les Tunisiens, le msoki, chez les Marocains, la soupe du qu'on a l'habitude de boire. On a perdu tous ces odorats-là. Nous, au Maroc, on peignait la maison à chaud. Avant Pessah, on avait les odeurs. On peignait par terre, les joints par terre dans le carrelage, on les peignait à chaud quelques jours avant. Quand on rentrait à Pessah, on avait l'odeur de Pessah, c'était une odeur spéciale. Alors même que c'est difficile, il faut le faire. Il faut le faire, c'est important de le faire. Zroa. Zroa, c'est l'os. Si tu as du mal à trouver le zroa, l'os, parce qu'il y a des boucheries qui ont fermé, ou ils n'ont pas assez, parce qu'il n'y a pas assez de production, alors tu prends l'aile des poulets. Si tu as acheté un poulet entier, tu coupes une aile, parce que zroa, ça veut dire quoi zroa? C'est les pattes avant de l'animal. Et les pattes avant de l'animal, chez la poule ou chez le coq, c'est l'aile, les petites ailes qu'il y a. Tu prends une petite aile, tu les fais griller, c'est tout. De toutes les façons, les Ashkenazim, depuis toujours, eux, ils utilisent l'aile des poulets. Nous, on a l'habitude d'utiliser l'os, etc., mais nous, on peut le remplacer avec l'aile des poulets. Il y a des gens qui ont l'habitude de manger, mais nous, on a l'habitude de ne pas manger des grillades pendant tous les jours de Pessah. Pourquoi? Parce que c'est fait uniquement pour Korban Pessah. Tzli, ça doit être grillé, alors nous, on ne touche pas à ça. Maintenant, la matzah. La matzah, ça devient compliqué un peu. Alors, on va essayer d'expliquer. J'ai parlé, la matzah qu'on met dans le plateau. La matzah qu'on met dans le... Jonathan, la matzah qu'on met dans le... Jonathan, tu m'entends? Le matzah qu'on met dans le plateau, parle, je t'entends. C'est bon? La matzah qu'on met dans le plateau, alors ça s'appelle d'abord Mishat Aktsira, c'est-à-dire qu'elle a été surveillée depuis le moment de la récolte. On a surveillé les graines de blé depuis la récolte. On les a surveillées jusqu'à ce qu'on a fabriqué la matzah. C'est-à-dire on a coupé la récolte depuis des mois et des mois, on a fait la récolte. Et pendant des mois, on a surveillé ces graines. Jusqu'à ce qu'on a fabriqué la matzah. Alors c'est les matzot rondes qu'on achète dans le carton. Alors ça s'appelle matzah shmura, matzah surveillée. Depuis quand elle est surveillée? Depuis la récolte. Il y a une deuxième chose que ça s'appelle avodat yad, qu'elle a été faite main. Si on a du mal aujourd'hui à trouver ces matzot-là, parce qu'ils n'ont pas fait assez, parce qu'ils n'ont pas pu ramener assez sur le marché, je ne sais pas, pour 1001 raisons, on ne peut pas sortir à l'extérieur pour les acheter, etc. Alors on peut prendre la matzah qui a été surveillée, mishat atrina. Depuis le moment qu'on a commencé à broyer les graines, jusqu'à que la matzah elle a été faite, en 2 mots, c'est la matzah carrée. Elle est faite machine. C'est bon, elle est cachère, qu'est-ce qu'il y a? Alors cette année, tu peux remplacer la matzah par une matzah normale. Il y a une matzah qui n'existe pas aujourd'hui, ça s'appelle Mishat Alisha. Depuis le moment où on a surveillé, au moment où on a pétri la pâte, ça n'existe pas aujourd'hui. Alors j'ai expliqué, chaque année on utilise la matzah Mishat Aktsira, depuis le moment qu'on a fait la récolte. Cette année, si on a du mal à trouver ces matzot, alors on achète les matzot normales, machine, Mishat Atrina, on achète. Alors j'ai expliqué les matzot. Maintenant concernant les 4 verres, les 4 coupes de vin. Les 4 coupes de vin, on est tous obligés de le boire. C'est midé rabanan. J'ai dit midé oraita, c'est que la matzah et que veigadta. Maintenant concernant le vin, tout le monde ils doivent boire le vin. Quand je dis tout le monde, c'est les femmes, les hommes et les enfants. C'est lui qui ne peut pas boire du vin parce que ça lui fait des migraines, ou il n'a pas l'habitude, par exemple, comme moi je ne peux pas boire du vin, tout le temps de jus de raisin. Alors, on fait sur de jus de raisin préférable de la couleur rouge parce que ça symbolise le sang des enfants des béné Israël. Alors, les 4 coupes de vin, on doit les boire accoudés sur le côté gauche. Si on ne s'est pas accoudé sur le côté gauche, on ne s'est pas rendu quitte. Et aussi, quand on mange certains aliments, qu'on va expliquer tout à l'heure si on aura le temps, il faut le manger accoudé sur le côté gauche, à part le maror.
Si on ne l'a pas mangé accoudé, on est obligé. Pourquoi on s'assoit accoudé? Pour montrer qu'on est libre. Qu'on est libre. Alors il y a les 4 coupes de vin. Nous, on a l'habitude de remplir la coupe d'Eliyahu Hanavi. C'est une grande coupe. On la remplit de vin et on la laisse pendant toute la soirée à table. Je me souviens quand j'étais petit, mon père, que Dieu repose son âme, il buvait la coupe de vin quand nous on dormait. Et le matin, quand on se levait, on trouvait la coupe de vin vide. Et il nous disait, Eliyahu Hanavi, il est venu, c'était par éducation. Mais quand on a grandi et qu'on a compris que c'est lui qui l'a bu, il ne buvait pas. Qu'est-ce qu'il faisait? On faisait kidouche avec les lendemains. Les lendemains matin, on fait kidouche avec. Le lendemain, on fait kidouche avec. Alors, j'ai dit tout à l'heure que les femmes, ils ont l'obligation de boire et de manger la matzah. Pourquoi? Pour la simple raison que les femmes, ils ont souffert comme nous. Et mis à part qu'ils ont souffert comme nous, la sortie d'Égypte, elle était faite grâce aux femmes. C'est marqué, Bisrut nashim tzadkaniot nig'alu Israël mimitzrayim. Grâce aux femmes saintes, on est sorti d'Égypte. Les femmes, ils savaient qu'on va tuer leur enfant. Et quand même, ils partaient convaincre leur mari d'avoir des rapports avec pour avoir un enfant. Là-bas, c'est rapporté dans Rashi, dans plusieurs endroits, qu'ils prenaient des miroirs, ils se maquillaient, ils disaient à leur mari, regarde comment je suis belle à travers les miroirs. Et grâce à ça, c'est marqué dans Shir Hashirim. Les femmes ils partaient voir leur mari sous les arbres quand ils se reposaient. Je t'ai réveillé, je t'ai donné l'envie. Shama, c'est là-bas que la mère elle est tombée enceinte. D'accord? Alors c'est pour ça les femmes ils doivent participer, On va continuer Rabotai. Je saute quelques trucs parce qu'on est un peu en retard. Cette année, les premières fêtes, ils tombent mercredi soir. Alors on a expliqué qu'il faut faire Adlakat Nerot, mais avant Adlakat Nerot, il y a des choses qu'il faut faire qui sont importantes cette année. Il faut savoir qu'on n'a pas le droit de préparer des Yom Tov à Shabbat. Parce que Yom Tov, ça va être vendredi, puisque la fête elle est jeudi toute la journée, vendredi toute la journée. Et on n'a pas le droit de préparer des Yom Tov à Shabbat, parce que ça diminue l'importance des Yom Tov. Tu dis quoi? Tu transgresses Yom Tov pour préparer Shabbat? Je suis moins importante que Shabbat. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Non, tout le monde on est obligé de le faire. Ça s'appelle Eruv Tafshilin. C'est quoi Eruv Tafshilin? Avant la fête, avant que ta femme elle allume les bougies, et chacun il est obligé de le faire, il ne faut pas compter sur le rave de la ville. Il faut que tu le fasses. Même que le rave de la ville, il fait pour tous les gens qui ont oublié. Moi, quand je le fais, je pense à tous les gens de ma communauté qui ont oublié, mais il ne faut pas compter sur moi, on n'a pas le droit. Tu prends 2 matzot, et tu prends un aliment, que ce soit un œuf dur, ou que ce soit un boîte du thon. Tu mets dans un sac et tu mets au frigidaire. Mais avant, tu les prends dans la main, il y a une prière à faire, c'est marqué dans les Sidurim. Il y a une bracha, mitzvat eruv tafshilin, et là-bas tu dois lire Behaï, grâce à ce que je viens de faire, et on aura le droit de cuisiner, de faire toutes les choses, mi Yom Tov, le Shabbat. C'est une prière qu'il faut faire. Là, tu montres que quoi par cet acte, que tu as commencé à préparer Yom Tov avant la fête. Là, tu fais que la finition. Alors, il ne faut pas oublier, on est obligé de faire Eruv Tafshilin. Et si on ne fait pas Eruv Tafshilin, c'est marqué dans la halakha Kansuhu Chachamim. Chachamim, ils vont le punir en lui disant qu'il n'a pas le droit de cuisiner. Tu as un problème maintenant. Tu ne peux pas cuisiner pour Shabbat. Alors, il faut faire attention qu'il faut faire Eruv Tafshilin. Deuxième chose qu'il faut faire, il faut acheter des bougies de 24 heures. Des bougies de 24 heures pour pouvoir allumer les bougies de Yom Tov Sheni et d'allumer après une nouvelle bougie pour allumer les bougies de Shabbat. On a le droit de cuisiner pendant Yom Tov, on a le droit de prendre d'un feu qui a été allumé avant la fête, d'un source de feu à un autre feu, mais je répète, on n'a pas le droit d'éteindre. Tu peux prendre de ce feu-là et allumer la gazinière si tu as des gaz chez toi, mais tu n'as pas le droit d'éteindre après. Nous, comment on éteint la gazinière? Je prends une marmite, je la remplis de l'eau, et quand l'eau elle bout, ça coule, et ça éteint, et après je tourne
le bouton pour que le gaz ne sort pas, mais l'eau que j'ai bouillie, il faut que je me fasse un thé ou un café, parce qu'on n'a pas le droit de bouillir pour rien Yom Tov. Jusqu'à là j'ai été clair. On n'a pas le droit d'allumer les lumières comme Shabbat, Yom Tov et Shabbat, c'est la même chose, mis à part Tzorech Ochel Nefesh. Maintenant je continue, c'est lui qui l'a trouvé chez lui à Pesach, Chametz. Tu as trouvé Chametz, tu as mal vérifié, tu es fautif, tu n'es pas fautif, tu as trouvé Chametz. Alors si c'est Shabbat ou Yom Tov, on n'a pas le droit de le toucher, c'est Moukhtse. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une marmite ou une bassine et tu le couvres pour ne pas le voir, parce que c'est marqué Bali Ra'e ou Bali Matse. On n'a pas le droit de le voir, tu le couvres, puisque je n'ai pas le droit de le toucher. Dès que Shabbat sort, ou la fête, je le prends et je le brûle. Quand je l'ai brûlé, je l'élimine avec de l'eau de Javel, ou je le rends en poussière et je les mets aux toilettes. On évite d'inviter des gens, de toute façon cette année on ne peut pas les inviter, chacun reste chez soi, et Bezrat Hashem le Mashiach il va venir, et on passera Pesach à Yerushalayim tous ensemble. Je passe maintenant le deuxième soir de Pesach. Le deuxième soir de Pesach, il y a Sfirat HaOmer, notez ça chez vous, il ne faut pas oublier, il faut faire Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, il faut compter pendant 49 jours. Il ne faut pas oublier. Le Zohar HaKadosh dit, c'est lui qui compte Sfirat HaOmer, il ne rate pas un jour. HaKadosh Baruch Hu, il lui donne des brachot au moment de don de la Torah de Shavuot. Comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Il ne faut pas oublier dans le Kiddush, on a dit on fait Shechianu, on n'a pas oublié, d'accord? On continue. Deuxième fête de Pesach, c'est-à-dire le Shvei Shel Pesach, les dernières fêtes de Pesach, on ne fait pas Shechianu. On ne fait pas Shechianu dans le Kiddush. Pourquoi? D'après le Rambam, le 7e jour de Pesach, c'est la continuité des premiers. Comme ça, il dit le Rambam. Et on a l'habitude, 7e jour, chez les Marocains, ils ont l'habitude, peut-être chez les Tunisiens aussi, on a l'habitude de chanter Az Yashir Moshe à minuit, parce que c'est l'heure que la mer elle s'est ouverte. Quand on a traversé Shvei Shel Pesach, c'est l'ouverture de la mer, c'est pour ça c'est fait. Alors c'est l'ouverture de la mer, alors on chante Az Yashir Moshe. Après, quand la fête elle finit, c'est jeudi soir. Jeudi soir, cette année, je crois que c'est le 16 avril. Jeudi soir, ça s'appelle la Mimouna. La Mimouna, ça s'appelle. C'est quoi Mimouna en arabe? Ça veut dire la foi. C'est quoi la foi? Normalement, c'est marqué dans la Gemara et c'est marqué dans le Talmud que le Mashiach il doit venir pendant Pesach, même pendant les Seder. Et Pesach il a passé et Chas v'Shalom le Mashiach il n'est pas venu. Alors quand même on a la foi qui va venir. Alors c'est ça la fête des Mimouna. C'est une des raisons pourquoi on fête. Les Marocains ils fêtent pour une autre raison, parce que les Marocains ils ont cette habitude de manger chez personne à Pesach. On mange chez personne. Alors les gens que tu es parti leur rendre visite et tu n'as pas voulu manger chez eux, ils vont croire que tu ne lui fais pas confiance. Alors dès que Pesach sort, tous les voisins ils vont chez les autres voisins pour manger. Pour leur montrer que je n'ai pas mangé chez toi, c'est à cause de Pesach. C'est pas parce que je ne te fais pas confiance, la preuve voilà ce soir, je mange chez toi. Alors on a dit Sfirat HaOmer, on commence à le faire à partir de jeudi soir, c'est le 9 avril, jusque je crois 28 mai, 49 jours après, je crois c'est 28 mai, on doit compter, et j'ai rapporté aussi le Zohar HaKadosh. Et on fait Sfirat HaOmer debout. C'est pas facile de faire Sfirat HaOmer, je vais vous dire pourquoi, pour la simple raison que d'abord tu dois faire Arvit, et après Arvit tu fais Sfirat HaOmer, d'accord? Et Arvit, la nuit elle tombe très tard. Là on a changé l'heure, et plus on avance jusqu'à Shavuot, tu vas faire Arvit très très tard. C'est-à-dire que tu es obligé de rester réveillé pour faire Sfirat HaOmer. Et on doit faire Sfirat HaOmer debout. Shene'emar me'achel chermesh bakama. La Gemara dit Al tikri bakama et la bakoma. Koma c'est debout. Il faut être debout quand on fait Sfirat HaOmer. Il y a des synagogues, presque toutes les synagogues, surtout à Yerushalayim, ils avaient ces minhag depuis des milliers d'années, c'est de rappeler après Shachrit, Sfirat HaOmer. Après Shachrit, il faut rappeler, dire à voix haute. Après, allez-nous les Shabbat, Ayom, Shlosha Yamim, la Homer. On fait comme ça. Les femmes, ils s'en quittent. Et même d'après la Kabbale, il faut mieux qu'ils ne les fassent pas. Mais nous, on a l'habitude que les femmes, ils le font quand même. Ils gagnent une mitzvah.
Alors, dès que la fête elle finit, d'accord, et on rentre dans des périodes de deuil. Alors on dit on rentre dans des périodes de deuil parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont morts. Alors la question qu'elle se pose, est-ce que je rentre en deuil parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ils sont morts pendant cette période? On a eu 6 millions de juifs qui sont morts et on ne porte pas le deuil pour eux. On a fait Yom HaZikaron pour les soldats, on a fait Yom HaShoah pour la Shoah, mais on n'a pas fait comme on est en train de faire ici, jusqu'à 34e jour de Omer. Alors il faut savoir qu'on ne porte pas le deuil pour les élèves de Rabbi Akiva. Non, on porte le deuil pour la Torah qu'elle a été oubliée. Parce que Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Chaque élève, il a écrit des dizaines de livres. Si chaque élève, il a écrit des dizaines de livres, tu multiplies par 24 000, combien de livres ils ont écrit? Des centaines de milliers de livres, où ils sont? Montre-moi un seul livre. On n'a pas. On a enterré avec eux tous les livres qu'ils ont écrits. Alors on est en deuil parce qu'on a perdu la Torah des élèves de Rabbi Akiva. C'est pour ça qu'on porte le deuil. Mishum shenishtakra Torah bi-Israël, parce qu'on a oublié la Torah. Et Rabbi Akiva, il a tout renouvelé. Il est parti dans le Darom, il a pris 5 élèves, il a tout reconstruit. Tout ce qu'on a aujourd'hui, la Torah, c'est Rabbi Akiva qui a pris 5 élèves et c'est tout ce qu'on a. J'ai fait un résumé et on avance, Be'ezrat Hashem. Alors on commence le Kiddush mercredi soir. Ele mo'ade Adonai mikrae kodesh, asher tikreotam bemo'adam, puisque ça tombe la semaine, alors on commence par Ele mo'ade. Et quand on fait Shechianu dans le Kiddush, il faut penser rendre quitte la matzah que tu vas manger, parce que c'est une mitzvah mideoraita la matzah, et le maror, les herbes amères que tu vas manger. Et quand tu fais boré priagefen, tu penses à la deuxième coupe que tu vas boire. Parce qu'il y a la première coupe, maintenant tu fais boré priagefen, la deuxième avant Birkat Amazon, quand tu dis Gaal Israël, tu ne fais pas boré priagefen, tu la bois, il faut rendre quitte. D'accord? Il faut boire à coudée. Tous les 4 coupes de vin, il faut les boire à coudée. Nous, chez nous, on a l'habitude que chacun y remplit à l'autre. Nous, on ne remplit pas nous-mêmes le verre. On se lave les mains après Kiddush, Kadesh ou Chatz, on se lave les mains comme on a expliqué, et on prend moins que 27 grammes de l'aliment, je répète bien, l'aliment Boré Priadama, et on le trempe dans de l'eau salée. Pourquoi de l'eau salée? Il y a 3 raisons. L'eau salée, ça rappelle les larmes qu'il a pleuré Yaakov quand il a entendu que son fils il s'est fait dévorer. On le trompe pour dire Karpas, c'est un habit. C'est quoi l'habit? C'est l'habit de Yosef qui s'appelait Karpasim, qui l'ont trempé dans du sang de l'animal pour dire à son père Hakerna kutano et bincha imhi. Est-ce que tu reconnais la tunique de ton fils? Eux, ils ont trempé dans le sang, nous on le trempe. Il y en a qui disent qu'on trempe pour se rappeler les larmes que tous les juifs ils ont fait couler pendant 210 ans d'esclavage. Après Kadesh Urchatz et Karpas qu'on a expliqué, il y a Yachatz. C'est quoi Yachatz? J'ai expliqué, écoutez bien. Il y a les 3 matzot. On a dit la première Abraham, la deuxième Yitzhak et la troisième Yaakov. Je prends celle des milieux. C'est qui le milieu? Yitzhak. Et je la coupe en 2, mais pas à part égale. Chacun il a l'habitude de dire des choses. Nous les Marocains, on a l'habitude de chanter. On a l'habitude de chanter chacun et on coupe, mais pas à part égale. Un gros morceau qui a la forme de Dalet et un petit morceau qui a la forme de Vav. D'accord? Le gros morceau, on le cache quelque part pour la afikoman et le petit morceau, on le remet à l'intérieur. D'accord? Et je le remets sur le plateau. Et je lis la Haggadah. Et quand avant de commencer à lire la Haggadah, on a l'habitude de prendre le plateau et faire passer sur la tête de tout le monde. Chez les Tunisiens, ils ont l'habitude de chanter. Les Marocains, ils ont l'habitude de chanter. Chacun d'après son habitude, c'est bien de le faire. D'accord? Et on commence la Haggadah en araméen. Il faut savoir que ces 4 lignes-là, ils ne font pas partie de la Haggadah, parce qu'elle est en araméen. La Haggadah, elle est toute en hébreu.
Qui l'a écrit la Haggadah, Jonathan? Thierry, qui l'a écrit la Haggadah? Il y a une machloket. Ah pardon, je ne vous entends pas parce que moi je coupais le son. C'est pas grave, je laisse comme ça. C'est moi je coupais le son. Il y a une machloket. Il y en a qui disent que c'est Hillel Hazaken. Il y en a qui disent que c'est Moshe Rabbeinu. Parce que le nom de Moshe Rabbeinu, il n'est pas dans la Haggadah. Est-ce que vous avez remarqué? Lui qui l'a tout fait, et il n'y a pas son nom dans la Haggadah, pour la simple raison qu'ils disent que c'est lui qui a instauré la Haggadah. Il était humble, il n'a pas voulu écrire son nom. Il y en a qui disent que c'est le Knesset Agdola. Mais qui l'a mis en ordre les 15 étapes, Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rortza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, les 15 étapes, qui les a ordonnées? C'est Rashi. Rashi, il y a à peu près 1000 ans, un peu plus que 1000 ans, c'est lui qui a instauré les 15 étapes de Pessah. Alors, qui a écrit la Haggadah? Non, on dit que c'est Hillel Hazaken. Qui a mis les 15 étapes? On dit que c'est Rashi Akadosh. Et on commence la Haggadah en araméen, mais ça ne fait pas partie de la Haggadah. Après qu'on a fini de lire en araméen, on remplit la deuxième coupe de vin. Parce qu'on vient de finir, on a fait Kiddush. Là, on commence la Haggadah. Avant de commencer la Haggadah, on doit remplir. Mais chaque fois, il faut rincer le verre. Chaque coupe, nouvelle coupe de vin, il faut rincer le verre. Et la Haggadah, elle commence avec 4 questions que l'enfant demande. Manishtana laila zemikola lelot. Quelle est la différence entre cette nuit-là, papa, et toutes les autres nuits? Que toutes les autres nuits, tu trompes pas le pain et tu manges. C'est faux la question du petit. Dis-moi Thierry, vendredi soir, c'est pas la peine de répondre parce que j'ai coupé le son, mais vendredi soir, tu trompes pas ton pain dans le houmous et tu manges? Ou dans la salade cuite? Bien sûr tu le fais. Bien sûr. Alors c'est quoi la question de l'enfant qui dit à son père, papa, tous les soirs tu trompes pas? Ce soir tu trompes. C'est fort, moi tous les soirs je trempe mon pain, la pita je la trempe dans le houmous, trinat, je mange comme ça. La salade cuite vendredi soir, mayonnaise, je mange comme ça. C'est quoi la question de l'enfant? La réponse est, si tu remarques, le papa il trempe le céleri avant qu'il a fait Netilat Yadayim. Alors l'enfant il dit à son père, papa, jamais tu trempes avant Netilat Yadayim. Toujours d'abord tu fais Netilat, tu prends le pain et tu trempes. Il faut comprendre les 4 questions que l'enfant demande à son père. Après que l'enfant il a fini de poser ces 4 questions, alors on lui répond. Et où la réponse? C'est toute la Haggadah. Toute la Haggadah, c'est la réponse sur la question de l'enfant. Mais il faut savoir, avant de commencer la Haggadah, on éloigne le plateau de la table, d'accord? Et on prend la coupe de vin dans la main. Et c'est pour que l'enfant il pose des questions. On continue, Rabotai. Je saute des choses, je suis désolé parce qu'on est en retard. Quand on dit Dam Tzfardea Kinim, on prend un verre de vin, on a l'habitude chez nous, in basin, mon fils, il met de l'eau, et moi je mets du vin en même temps rouge. Et on dit Dam Vaesh Vetimrot Ashan, c'est pas fini. Après il y a les diplés, Dam Tzfardea Kinim, chaque fois on met un peu, etc. Et c'est pas fini après. Et on rajoute encore 3, et on rajoute, on dit, Aya noten baem simanim datzach adash beachav. Après la bassine, on la renverse dans le toilette et on tire la chasse. D'accord? Quand on dit matzah zou, on prend la matzah de milieu et on la lève et on montre à tout le monde. On dit matzah zou. Il y en a qui passent d'une main à l'autre et tous les gens, pour les faire participer, on dit matzah zou. Je n'ai pas répondu sur la question pourquoi on prend la matzah de milieu, celle d'Yitzhak. La première Avraham, la deuxième Yitzhak et la troisième Yaakov. Yitzhak, il n'a rien à voir avec Pessah. Yitzhak, il n'a rien à voir avec Pessah. Avraham, il a à voir avec Pessah, beaucoup. On n'a pas le temps d'expliquer maintenant. Yaakov, il a beaucoup à voir avec Pessah. C'est lui qui nous a ramenés en Égypte. C'est lui qui est... C'est lui qui nous a ramenés. Yitzhak, quel rapport avec Pessah? Et quand même tu prends la matzah d'Yitzhak, on n'a pas le temps d'expliquer, mais regardez le cours que j'ai donné hier. Il est sur YouTube, sur Facebook, il est magnifique. Là-bas, il y a beaucoup de sodot, des secrets là-bas. On continue. Je saute des choses. Rachza,
Quand on a fini de lire toute la Haggadah et on a bu la deuxième coupe, on va se laver les mains pour manger maintenant le repas. Quand on a fini de se laver les mains, on prend les matzot qu'il y a sur le plateau. Il y en a 2,5. Il y a la première entière, il y a le milieu qui est cassé, il y a la dernière. De Yaakov entière, je l'attrape. Et je lève et j'ai dit, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Quand j'ai fini de dire hamotzi lechem min haaretz, je lâche celle d'en bas. Je lâche, elle tombe. Celle de Yaakov, je garde dans ma main qu'une et demie. Celle d'Abraham et la moitié de Yitzhak. Et là, je fais la deuxième bracha à l'achilat matzah. Et je casse de chaque matzah une kazaït. Total, il y a 2 kazaïtot. 2 fois 27 grammes. Et il faut le manger accoudé. Et il y a à peu près 5 minutes à 6 minutes de le consommer doucement, doucement. Il ne faut pas avaler. Celui qui l'a avalé, il ne s'est pas rendu quitte. La mitzvah de Pesach, de Mideoraita le soir, c'est de manger la matzah. Il faut sentir le goût de la matzah. D'accord? On continue. Maror. Maror, c'est la laitue. Après qu'on a mangé la matzah, on prend la laitue, et à peu près 27 grammes, un peu moins que 27 grammes, et on la trempe seulement dans la pâte. Mes enfants, ils adorent la pâte, alors ils badigeonnent beaucoup de pâtes. Alors, c'est pas valable. Il faut sentir l'amertume. Alors, on trempe un peu, et on dit la bracha al achilat maror. Et on mange, mais pas à couder. On ne mange pas ça à couder parce que ça rappelle l'amertume. Et l'amertume, en t'accoudant comme un roi, c'est contradictoire. Alors on ne le mange pas à couder. Après, il y a maror korer. C'est quoi korer? Alors en français, il y a des gens qui expliquent ça sandwich. C'est faux. Korer, ça veut dire envelopper. Alors c'est quoi envelopper? Je prends ma feuille de laitue. Ou je prends... À part la laitue, on a dit qu'on peut prendre l'endive. Je mets dedans la matzah. Et je mets dedans la pâte. Et je ferme. Je ne fais pas un sandwich. Il y en a des gens qui prennent la matzah, ils badigeonnent dedans la pâte, et ils mettent la laitue, et sur ça encore matzah, et ils se font un sandwich tunisien. C'est pas valable, c'est pas comme ça. Il est la zaken aya korchan veochlan. Il est la zaken, il avait l'habitude de prendre de la matzah, mettre sur la matzah la pâte, et la laitue, elle l'enveloppait. Et l'enveloppait, c'est comme, à Mavdil, tu prends les sushis, avec l'algue, comment ça s'appelle, le truc noir autour, c'est comme ça. À l'intérieur, il y a le thon, et à côté de ça, il y a le riz, et sur ça, il y a la feuille d'aigle. C'est exactement ce qu'il faut faire. Pardon. C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors c'est ça, ça s'appelle korer. Et on dit Zecher l'amigdash ki ilel azaken shaya korchan veochlan bevat achat. Pesach matzah umaror lekayem al ma sheneemar al matzot umrorim yochlu. Et on le mange à coudé. Après qu'on a fini de faire tout ça, s'il nous reste de la place, on fait la fête de Pesach. On fait sortir les salades, on fait sortir les poissons, chacun ce qu'il a l'habitude de faire sortir. Mais il faut faire attention, sois intelligent. Il ne faut pas te bourrer. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a le tsafoun. C'est quoi tsafoun? C'est l'afikoman. Tu dois sortir l'afikoman à la fin du repas, avant Birkat Hamazon, et que tu dois manger. C'est quoi? Tu prends kazaït matzah que tu as caché, le grand morceau que tu as caché, tu prends 27 grammes de là-bas, et tu donnes à chacun 27 grammes, et il faut le manger à coudée, doucement, doucement. Et tu dis, Zecher le korban pesach hanechal ala saba. Comme ça on dit. D'accord? Et on le mange à coudée. Après qu'on a fini tsafoun, il y a barech. C'est quoi barech? Birkat Hamazon. D'abord, il faut remplir le 3e verre, il faut le rincer, et il faut le remplir le 3e verre, et on fait Birkat Hamazon sur le 3e verre. Si on est 3 hommes, on fait Zimoun. Et on doit rajouter dans Birkat Hamazon, Ya'ale ve'yavo, et quand c'est Shabbat, il faut rajouter Retse, etc. Et à la fin de Birkat Hamazon, tu finis par Boré Prea Geffen et tu bois la 3e coupe. Quand tu fais Boré Prea Geffen sur la 3e coupe, tu penses à la 4e coupe. Parce que la 4e coupe, tu vas la boire
sans faire boré, Perea Geffen. Quand tu as fini Birkat Amazon, tu attaques le Hallel. Le Hallel, mais avant le Hallel, tu remplis la 4e coupe. Nous, on a l'habitude d'ouvrir la porte avant de dire Hallel, et on dit Shefo chamatra ala goyim asher lo yadocha val mamlachot asher b'shimcha lo karau. Et après, on commence à attaquer le Hallel. Quand on a fini Hallel, on lit Nishmat kol chai tevarech et shimcha Adonai Elohenu, et on boit la 4e coupe de vin accoudé, et on fait la dernière bracha. Et quand on a fini ça, on n'a plus le droit de manger après. On doit garder le goût de la matzah de Afikoman jusqu'au lendemain. C'est lui qui a l'habitude de boire un café après le repas, sinon il n'arrive pas à digérer. C'est lui qui a l'habitude de fumer. C'est pas bien de fumer, mais c'est lui qui a l'habitude, sinon il ne peut pas digérer, il a le droit. Il a le droit, mais c'est lui qui peut s'en passer, il s'en passe. J'ai dit bien fumer quand c'est Yom Tov, d'une bougie allumée, d'une source de feu allumé. Rabotai, Shabbat avant Pessah, ce Shabbat-là qui arrive, il s'appelle Shabbat Agadol. Alors, on n'a pas le droit de dire Shabbat Shalom. On doit dire Shabbat Agadol Shalom. Et tout celui qui dit Shabbat Agadol Shalom, chaque fois quand tu dis à quelqu'un Shabbat Agadol Shalom, tu gagnes une mitzvah. Puisque c'est marqué dans Shulchan Aruch. C'est une halakha dans Shulchan Aruch. Comme ça, il dit Shulchan Aruch qu'il faut dire Shabbat Agadol Shalom. Alors aujourd'hui, comme on ne se voit pas, et chacun il est chez lui, alors on dit Shabbat Agadol Shalom par texto, par téléphone, etc. D'accord? Alors Rabotai, on a expliqué toutes les choses, j'espère qu'on n'a rien oublié, ici. Concernant la question que les gens ils me posent, est-ce qu'on a le droit, c'est plusieurs questions que les gens ils me posent, je les ai marquées à la fin, avoir un goy à table pendant Pessah. Alors il faut savoir, tu as un torticolis Jonathan ou quoi, non? Monsieur le rabbin. Alors écoute bien la halakha. La halakha dit qu'aucun Yom Tov, on a le droit d'avoir un goy à table. Aucun Yom Tov, il n'y a aucun rapport avec Pessah. Il ne faut pas poser la question qu'à Pessah, c'est tous les Yom Tov. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir un goy à table pendant Yom Tov? Des craintes que tu seras amené à cuisiner pour lui quelque chose qu'il va te demander. On a le droit de cuisiner à Yom Tov, mais pour un juif, pour un non-juif, tu n'as pas le droit. Alors de crainte qu'il va te demander de lui cuisiner quelque chose, alors on ne les invite pas pour ne pas prendre le risque. Maintenant, dans le cas que Yom Tov il tombe Shabbat, et il n'y a pas un risque qu'il va te demander de lui cuisiner, parce que tu ne peux pas cuisiner, tu as le droit de ramener un goy quand Yom Tov il tombe Shabbat. Ou par exemple, je donne un exemple, tu as tout cuisiné la fête. Tu savais que le goy va venir avant la fête, tu savais. Et tu as cuisiné pour le goy avant la fête. Et il n'y a pas un risque qui va te demander de lui cuisiner quelque chose, ou que tu seras amené à cuisiner plus pour lui. Alors tu as le droit d'avoir un non-juif à table, Yom Tov. Je ne parle pas que de Pessah. Je parle tous les Yom Tov. Le problème, ce n'est pas Pessah, c'est tous les Yom Tov. Alors je répète, on a le droit d'avoir à table un non-juif pendant toutes les fêtes de l'année, à condition que tu ne seras pas amené à lui cuisiner. D'accord? Ça, c'est une question. Deuxième question qu'on m'a demandé, si j'ai vendu le chametz dans le placard A, après Pessah, je me suis rendu compte que j'ai oublié une bouteille de whisky dans le placard B, que je n'ai pas vendu. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Je peux le consommer. On dit, puisque tu as vendu, c'est possible, il n'y a pas de problème. Une question qu'on me demande par rapport à cette année. Normalement, en général, nous, on a l'habitude de ne pas vendre le chametz, on liquide tout le chametz avant. On calcule qu'il n'y a pas de chametz. Cette année, exceptionnellement, j'ai dit à ma femme qu'on va faire des courses et on va stocker le chametz. Cette année, on a le droit, puisqu'on est confiné. Et on est obligé d'avoir à la maison, parce qu'on a des enfants à la maison, on a des petits-enfants à la maison, et on est obligé d'avoir un stock à la maison, on ne peut pas prendre de risques. Cette année, exceptionnellement, tu as le droit d'acheter et de stocker. Tu as le droit d'acheter et de congeler. Même chametz mamash, même du vrai chametz cette année, on a le droit. Seulement, il faut faire attention
que le chametz, quand tu le mets au congèle ou au frigidaire, tu le mets dans un sac bien fermé et tu le scotches et tu marques chametz. Comme ça, tu n'es pas amené à oublier et à ouvrir pendant Pesach, chas v'shalom. La vente des chametz cette année, puisqu'on ne peut pas se déplacer, alors il y a chassidut.org, le Chabad, on peut faire la vente par leur site. Le consistoire de Paris, il a fait aussi, peut-être il y a des autres organisations que je ne connais pas et qui sont très sérieux, mais il faut faire attention de faire la vente de chametz par une organisation qui est sérieuse. Parce que si tu as fait la vente de chametz quelque part qui n'est pas sérieux, ton chametz, tu n'as pas le droit de le consommer. Et c'est pour cela, si tu sais qu'il y a un franc prix à côté de chez toi qui appartient à un juif, et il n'a pas vendu le chametz, tu n'as pas le droit d'acheter chez lui après Pessah. Pourquoi? Parce que le chametz, il lui appartient. Et lui, c'est un juif et il n'a pas vendu. Et chametz, qui on ne l'a pas vendu, on n'a pas le droit de l'utiliser après Pessah. On n'a pas le droit de le consommer. Asur be'ana'a. On n'a pas le droit. On est d'accord jusqu'à là? J'augmente le son. C'est lui qui a des questions. Je réponds le temps que je coupe Facebook. Pardon, il est où le son ici? Voilà, hop. J'écoute tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, oui, Jonathan. Vous pouvez redonner l'ordre dans le sens des aiguilles d'une montre pour le plateau du Seder? Oui, alors on va aller à 13h. À 13h, on met l'os. À 11h, on met l'œuf. À 17h, on met la pâte. À 19h, on met les céleris. La pâte. Les céleris. La pâte, c'est le charoset. La pâte? Charoset. Oh, oui. Charoset, c'est la pâte marron, d'accord? Au centre, on met les herbes amères. Ça a coupé. Ça a coupé? Tu m'entends là? Ça, c'est bon. Maintenant, oui. Oui, maintenant, oui. Je répète. À 13h, tu mets l'os. À 11h, tu mets l'œuf. À 17h, tu mets charoset. Charoset, c'est la pâte marron. À 19h, tu mets le céleri. Voilà. Au centre, tu mets les herbes amères, les endives, comme on a expliqué. Et sur tout ça, tu mets les 3 galettes. Que ce soit cette année, les carrés, et à l'extérieur, d'après le Hari Akadosh, le Harizal, l'eau, on les met à l'extérieur et pas dans le plateau. On est d'accord? Il y a des questions? C'est bon. Rav, une question. Oui. Une question, Rav. Oui. À quel moment on fait à la Geffen? Parce qu'il va y avoir 3 coupes, donc, et à quel moment on fait à la Geffen? Je répète, il y a 4 coupes de vin qu'on boit. Oui. La première coupe de vin, c'est quand on fait Kadesh, Kiddush. D'accord. Alors on dit Boré Priya Geffen, et on pense à la deuxième coupe, parce que la deuxième coupe, avant que tu commences à manger, tu ne fais pas là-bas Boré Priya Geffen. Alors tu fais la première et la troisième. On fait, marque chez toi la première, dans le Kiddush, et la troisième. La troisième, c'est après Birkat Hamazon. Parce qu'on a dit que Birkat Hamazon, tu fais sur la troisième coupe. Et quand tu as fini Birkat Hamazon, tu fais Boré Priya Geffen et tu bois, et tu penses à la 4e coupe de vin. Oui. C'est bon? Et la bracha de Ala Geffen, Peria Geffen, quand est-ce qu'on la fait alors? À la fin, après que tu as fini de boire la 4e coupe. Après la 4e, d'accord, ok. Après la 4e. La deuxième, Birkat Hamazon, ça rend quitte. Oui. D'accord? D'accord. Okay. J'ai une question. Par rapport à tout ce qui est... Bonsoir déjà, bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai une question par rapport aux grilles d'une plaque qu'on vient d'acheter pour les grilles de barbecue. Oui. Nous, on a le mikvé encore ici, en Israël. Oui. Est-ce que, comme on va dire, il y a des microbes de tout le monde, est-ce qu'on peut aller le mettre ou éviter? Moi, j'ai entendu d'après le journal, je sais que chez vous à Ashdod, moi j'ai entendu d'après les informations que j'ai eues, ils ont soudé les portes des mikveh, même de la vaisselle. Pourquoi? Parce qu'il y a des chassidim qui rentrent dans le mikveh, peut-être dans des mikveh où tu pries à Eliyahu Hanavi.
mikvé là à côté de chez mes parents, c'est à l'extérieur, dans la rue, quoi. Il est dans l'extérieur. Oui, oui, là-bas, il y a Gimel, il y a Dalet. Ou à côté d'Eliyahu Hanavi. Pardon? À côté d'Eliyahu Hanavi, de quelle synagogue? Non, c'est synagogue de Toledano. Ah, la City. Voilà, c'est une nouvelle synagogue. Oui, Oui, à la City. Oui, elle est à l'extérieur là-bas, Chovat Sionut. Je connais le mikvé, oui, Ouais. il est... Alors maintenant, si tu peux y aller là-bas, tromper, c'est ouvert, tu es obligé de le tromper. Même qu'il y a des microbes, parce qu'après tu le rinces avec de la javel. Il n'y a pas de problème, tu le rinces, tu vaporises dessus le javel et il n'y a pas de problème. Le mikvé, il est obligatoire. Tant qu'on n'a pas fait le mikvé, on ne peut pas consommer. Mis à part cette année, j'ai expliqué pour les Juifs de France comment il faut faire. Mais vous, à Ashdod, Baruch Hashem, vous avez la possibilité. Il y a des questions. Baruch Hashem, il y a des questions. Oui, mais... Par rapport à la comment ça s'appelle, à la picomane, tout ça, la galette, on doit manger kazaït, d'accord? On a que 3 galettes, vous êtes d'accord avec moi? On a celle du milieu. Oui. Mais bon, dans celle du milieu, on n'a pas assez pour tout le monde. Bravo, bravo. Alors tu prends de la boîte. Personne n'a assez. Blainara, quand on a des enfants, et personne n'a assez. Alors puisqu'on n'a pas assez, alors tu vas prendre de la boîte pour compléter. C'est pas un problème. Tu n'es pas obligé que ce soit que de ça. D'accord? D'accord. Ok, merci beaucoup. Il y a des questions? Non, c'est bon. C'est bon, moi je me penche parce que j'ai... Vous n'avez pas dédié le cours pour une réfoua ou quoi? Vous pouvez donner les noms? Oui, שהשור יהיה בעזרת השם לרפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף של כל חולי עמך ישראל. tous les malades בעזרת השם. Que ça soit juif ou pas juif, רפואה שלמה. דורה תמר בת מדלן, וכן, donnez-moi des noms.